Stéphane Bern, secret d'histoire. Louis II de Bavière a-t-il été assassiné? Que s'est-il réellement passé le 13 juin 1886 sur les bords du lac de Starnberg, en Bavière? Il est 22h30 lorsque l'on retrouve, inanimés sur la rive, les corps du roi Louis II de Bavière et de son psychiatre geôlier Bernhard von Guden. Ce roi s'était depuis longtemps bâti un royaume imaginaire, loin du tumulte politique. Il entendait, avait-il dit, rester une énigme pour les autres. De fait, aujourd'hui encore, les circonstances de sa mort restent mystérieuses. Le roi, que l'on disait fou, a-t-il mis fin à ses jours comme le prétend la thèse officielle, ou a-t-il été assassiné? Rien ne prédestinait Louis II de Bavière à laisser dans l'histoire un nom marqué du sceau de la tragédie. Ludwig Otto Friedrich Wilhelm von Wittelsbach, né le jour de la Saint-Louis, le 25 août 1845, au château de Nymphenburg, à Munich, était voué à un destin brillant, quoique sa nature de rêveur mélancolique et solitaire s'accorde mal avec les obligations d'un futur monarque dans un empire germanique en pleine mutation politique et industrielle. Fils aîné du roi Maximilien II de Bavière, né en 1811 et mort en 1864, et de la reine Marie, née princesse de Prusse, il est aussi le cousin germain de la princesse Élisabeth en Bavière, devenue, par mariage, l'impératrice Sissi d'Autriche, à qui il vouera une brûlante admiration toute sa vie, partageant avec elle l'amour des paysages romantiques bavarois. Écartelé entre ses désirs profonds, ses rêves et la réalité d'une austère éducation de prince, Louis de Bavière révélera très tôt des dispositions étonnantes, autant qu'une incapacité confondante à agir, et même à s'intéresser à la chose publique. Lorsqu'il accède au trône, trop jeune, à l'âge de 18 ans, en 1864, les Bavarois accueillent avec joie et enthousiasme ce jeune roi à la beauté fascinante, mesurant 1,92 m, superbement sanglé dans son uniforme d'apparat. Dès le début de son règne, il doit se frotter à une réalité qui le répugne, défendre l'indépendance de la Bavière face à la politique audacieuse et impérialiste du chancelier prussien Otto von Bismarck. Son propre chancelier, Ludwig von der Pforten, range la Bavière aux côtés de l'Autriche, vaincue à la bataille de Sadova en 1866. Dès lors, il ne pourra plus empêcher l'intégration de son État dans l'empire allemand naissant. Son nouveau chancelier, Hohenlohe Schillingsfürst, mène une politique résolument pro-prussienne, et, lorsque la Bavière se range aux côtés de la Prusse, lors de la guerre de 1870, le roi Louis II est profondément blessé de devoir engager ses armées contre la France, qu'il admire. À contre-cœur, il signe la lettre proposant au roi de Prusse la couronne impériale en décembre 1870, mais se tient à l'écart des autres rois, grands-ducs et princes allemands lors de la cérémonie d'unification de l'Allemagne dans la Galerie des Glaces à Versailles. Pour lui, il s'agit d'un sacrilège dans le château de son modèle, Louis XIV. Il se coupe lui-même de la politique, cherchant refuge dans ses châteaux, qu'il fait bâtir à grands frais, et dans la musique de Richard Wagner, qu'il entretient en généreux mécène. Il se retranche de la réalité pour vivre dans ses rêves. Est-ce là, comme on l'a prétendu, un signe de folie, sceau héréditaire des Wittelsbach? Quoi qu'il en soit, son retrait de la vie politique, autant que son comportement jugé étrange, pèseront lourd dans le complot que va ourdir le gouvernement contre lui. Il s'est coupé déjà en partie de son peuple lorsqu'en 1867, il a rompu brutalement ses fiançailles avec sa cousine et sœur de Sissi, la duchesse Sophie en Bavière, qui connaîtra elle aussi un sort tragique, puisque devenue princesse d'Orléans et duchesse d'Alençon, elle périra dans l'incendie du bazar de la Charité, à Paris, en 1897. Fou pour certains, génial pour d'autres, il reste dans l'histoire comme un protecteur des arts et un bâtisseur de châteaux extraordinaires, tels que Neuschwanstein, où il peut revivre le monde idéalisé de Tannhäuser, Herrenchiemsee, imitant Versailles, Linderhof. Pour Verlaine, Louis II était le seul vrai roi de ce siècle. Il a fui la réalité pour s'enfermer dans un monde imaginaire, celui de l'exaltation des mythes germaniques, mis en musique par Wagner. Pour son chef de gouvernement, von Lutz, il y a urgence. Il faut écarter Louis II du pouvoir, car il devient gênant. Le roi dépense sans compter pour bâtir son royaume imaginaire. Les châteaux coûtent de plus en plus cher. Le Premier ministre lui refuse de nouveaux crédits. Louis II menace alors d'en appeler directement au Parlement bavarois, où le souverain reste très populaire. Von Lutz se décide alors à agir. Il fait grossir les rumeurs de la démence du roi, pour pouvoir le déposer et installer une régence. Comment prouver que le roi est fou? On sert habilement quelques arguments héréditaires en insistant sur la folie de son frère cadet Othon, qui vivra aliéné 40 ans jusqu'à sa mort en 1916. Le journal intime de Louis II
fait office de pièce à conviction. S'y révèle le combat entre ses penchants homosexuels et sa foi expiatrice, preuve du dédoublement de sa personnalité. L'annulation brutale de son mariage s'ajoute comme élément à charge. Mieux, on demande au directeur de l'asile psychiatrique de Munich, Bernhard von Guden, de donner une caution médicale. Une commission d'experts se réunit sous son autorité, interroge tous les témoins avant de conclure à un cas de paranoïa, même si aujourd'hui on parlerait plus volontiers de schizophrénie. N'a-t-il pas, devant témoins, annoncé qu'il devait dîner un soir avec Louis XVI et Marie-Antoinette? Le plus extraordinaire, c'est que von Guden n'a jamais ausculté directement le roi. Louis II est déclaré fou et déposé. La régence de son oncle Luitpold est proclamée le 10 juin 1886. Mais il lui faut arrêter le souverain à Neuschwanstein. Sous prétexte de lui donner la clé de la tour, von Guden l'attend en embuscade et le monarque est saisi avant d'être transféré au château de Berck, où il avait passé son enfance. Le roi est vieilli. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a fortement épaissi. Ses dents sont gâtées à force de manger des sucreries et de boire du champagne. Il souffre tant qu'il a recours à la morphine pour apaiser sa douleur. J'accepte que l'on m'interdise de régner, mais pas que l'on me déclare fou, écrit Louis II dans une lettre à son peuple. 3 jours plus tard, il meurt dans des circonstances jamais élucidées. Le 13 juin 1886, vers 6 heures du soir, le roi, qui se montre calme, raisonnable, mais passe des heures à regarder par la fenêtre du château, demande à faire une promenade. Nous serons rentrés pour le dîner, prévient son geôlier psychiatre, von Guden, qui, étrangement, écarte l'escorte policière. On ne le reverra jamais vivant. Tard dans la nuit, on retrouvera les corps aux abords du lac de Starnberg. De nombreuses hypothèses sont avancées. D'après la thèse officielle, qui reste la seule présentée par la maison des Wittelsbach, le roi, pris d'un accès de folie, a étranglé le médecin et s'est suicidé ensuite, car il préférait la mort à une fin de reclus. Pour Philippe Collat, auteur de Louis II de Bavière et Élisabeth d'Autriche, la thèse officielle ne tient pas. Louis II a été retrouvé en bas du sentier qu'il était censé prendre pour sa promenade. Comment faire croire qu'il a fallu des heures pour retrouver les corps? Forcément, il y a eu une mise en scène. De fait, il y a des éléments troublants. Pourquoi le médecin veut-il se promener seul avec le roi s'il le croit fou au point de le faire interner? Plus étonnant encore, les procès-verbaux qui attestent de la noyade du roi. Pourquoi, dans ce cas, ne retrouve-t-on pas d'eau dans ses poumons? Si l'on explore la thèse de l'assassinat, le mobile est clair. Même vivant, Louis II restait un danger pour le gouvernement en place. S'il s'était échappé avec la complicité d'un peuple auprès de qui le roi restait populaire, il aurait pu réussir un coup d'État en se présentant devant le Parlement bavarois, où la régence n'était reconductible que d'année en année. Chacun aurait pu se rendre compte que le roi, certes fantasque, avait toute sa raison. Le plus simple, pour le régent Luitpold, comme pour von Lutz, était de s'en débarrasser, quitte à éliminer un témoin gênant, von Guden. Récemment, un historien allemand a travaillé sur des témoignages inédits, attestant de l'assassinat du roi. Et ces arguments se sont révélés assez convaincants pour que des voix nombreuses demandent au Wittelsbach d'autoriser l'autopsie de Louis II, embaumé dans l'église Saint-Michel à Munich. En effet, un banquier de 60 ans, Detlef Uttermöhle, a témoigné sous serment qu'à l'âge de 10 ans, il a assisté avec sa mère à une scène troublante lors d'un thé chez la comtesse Joséphine von Wribna-Kaunitz, qui était dépositaire des faits personnels de la famille royale bavaroise. « Je vais vous montrer le manteau que portait le roi le jour de sa mort, leur avait-elle dit en sortant d'une malle, en loudun gris, sur lequel étaient encore visibles, dans le dos, 2 trous autour desquels le tissu était brûlé, indiquant que des coups de feu avaient été tirés de très près. Malheureusement, le manteau disparut dans un incendie, en 1973, dans lequel ont péri le comte et la comtesse von Wribna-Kaunitz. Ce témoignage a aussitôt été confirmé par un historien d'art bavarois, Siegfried Wichmann, spécialiste de la peinture du XIXe siècle, qui prit un cliché d'un tableau réalisé quelques heures à peine après la mort du roi, sur lequel apparaît du sang à la commissure des lèvres. Sans être une preuve irréfutable, ce tableau indiquerait néanmoins clairement que le roi n'est pas mort noyé. Par ailleurs, des pêcheurs, présents ce soir-là au milieu du lac, affirment avoir entendu des coups de feu tirés sur la berge. Selon l'écrivain allemand Peter Glovas, 2 tueurs à la solde du gouvernement bavarois étaient cachés dans le petit garage à bateau, et, quand le roi s'est approché de la rive, ils ont tiré sur lui à bout portant. Ils auraient ensuite éliminé von Guden. Ce dernier était-il complice en refusant une escorte policière avant de devenir également une victime?
Selon le médecin légiste, von Guden est mort noyé après avoir été assommé par un coup derrière la nuque. Des questions restent en suspens. Pourquoi les montres du roi et du médecin se sont-elles arrêtées à des heures bien différentes? D'où proviennent les nombreuses traces de pas sur la rive sablonneuse et les signes de lutte sur le sol? Le roi a-t-il cherché à s'enfuir avec la complicité de von Guden avant d'être abattu par des tueurs embusqués? Une chose paraît pourtant certaine aujourd'hui. Le roi Louis II de Bavière ne se serait pas suicidé dans un accès de démence. Tous les experts qui se sont penchés sur les procès-verbaux doutent fortement de la thèse officielle. Mieux. Récemment, un psychiatre, Hans Fürstel, a consulté les archives secrètes et familiales des Wittelsbach. Il est tombé sur un document incroyable. Dès sa jeunesse, Louis II souffrait d'une atrophie du lobe frontal, provoquant une dégénérescence frontotemporale qui expliquerait le comportement parfois bizarre du monarque, ses crises de dépression, son besoin de s'isoler, mais en aucun cas ne pourrait s'apparenter à une folie réveillant des instincts suicidaires. Si le roi Louis II n'était pas fou, il était néanmoins génial. C'est ainsi que les Bavarois aiment aujourd'hui se souvenir de lui. D'autant que, s'il fut déposé parce qu'il ruinait les caisses de l'État en construisant des châteaux fous, dignes des contes de fées, ce sont ces mêmes monuments qui attirent aujourd'hui en Bavière les touristes du monde entier, et sont, de ce fait, remboursés au centuple pour la fortune du trésor bavarois. Chaque année, le 13 juin, les Bavarois reconnaissants viennent fleurir la croix plantée près de la rive du lac de Starnberg, et qui indique l'endroit où périt Louis II, un roi dont le seul crime fut de se prendre pour Louis XIV à l'heure de la révolution industrielle.